encore cette semaine. Puis pour la durée de la présentation, là, comme la semaine passée, je vous demanderai juste de garder vos micros désactivés pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences au niveau du son. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe ou à m'arrêter pendant un moment où je parle moins. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Mais comme j'ai dit aussi la semaine passée, on a encore 4 autres ateliers qui s'en viennent. Donc, ça se peut des fois que les réponses à vos questions viennent dans les ateliers plus tard. Donc, à ce moment-là, je vous le dirai là, si c'est le cas. Mais gênez-vous pas pour poser une question. La semaine passée, on a quand même présenté Action Logement à la Naudière, fait que je ne le referai pas. Puis, aujourd'hui, c'est notre deuxième atelier dans notre série de 6 ateliers pour les locataires aînés. Donc, c'est sur les types de logements, mieux les connaître et aussi identifier vos besoins. Donc, à nouveau, on remercie le gouvernement du Québec pour sa contribution financière et les objectifs aujourd'hui. Bon, c'est dans notre objectif général d'avoir une approche spécialisée par rapport aux enjeux que vivent les locataires aînés. Donc, c'est une partie de notre projet là, à la défense des droits des locataires aînés. Et les objectifs particuliers de l'atelier d'aujourd'hui, comme Julie l'a très bien dit d'entrée de jeu, je l'ai même écrit dans mon PowerPoint, il n'y a pas juste les résidences privées pour aînés, les RPA, comme offre de logement pour les personnes âgées. Puis, je ne dis pas ça non plus pour délégitimiser, enlever, tu sais qu'il ne faut pas aller en RPA. C'est pas ça mon intention. Ça peut répondre à vos besoins, mais il y a aussi d'autres types de logements. Puis il y a beaucoup de choses à penser avant de choisir un futur logement, avant de faire un choix définitif. Donc, c'est l'autre objectif aussi, c'est de donner quelques petits éléments pour amorcer une réflexion par rapport à votre futur logement ou votre futur chez vous. Donc, on va voir un peu quelques petites idées qu'on peut avoir là, pour que cette réflexion-là, on la fasse d'une façon la plus complète, là, si je peux dire, possible, pour faire après ça un choix vraiment adapté à notre réalité. Donc, le plan pour la présentation, aujourd'hui, je vous propose un petit jeu, si vous voulez. Donc, je vais commencer par vous présenter 3 situations. Donc, c'est des personnages qui vivent différentes réalités. Puis, je vais juste commencer par vous les présenter. Puis après ça, je vous invite à les garder à l'esprit pendant qu'on va faire la présentation. Puis à la fin, je vais vous demander dans quel type de logement, selon vous, ces personnes-là pourraient aller habiter. Donc, ce n'est pas un examen, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est, comme je disais, de s'exercer à réfléchir à la question d'un logement adapté à nos besoins. Donc, notre deuxième point, c'est qu'on va parler de ça, de la réflexion par rapport à nos besoins. On va donner des exemples de besoins. C'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Le but, c'est d'initier la réflexion. Troisièmement, on va voir 5 types de logements qui existent dans notre région, puis comment est-ce qu'ils répondent à différents besoins. Notre quatrième point, on revient sur notre fameuse activité pour voir nos 3 mises en situation, nos personnages, où est-ce qu'on les enverrait. Puis après ça, on va parler aussi un peu d'autres ressources là, dans la recherche de logement. Ça va pour tout le monde? Parfait, donc je commence avec notre mise en situation, nos mises en situation. Donc comme je disais, je commence par vous les présenter, on en a 3. Puis après ça, à la fin de l'atelier, ça va être d'essayer de réfléchir ensemble ou dans quel type de logement ces personnes-là pourraient demeurer. Donc notre premier personnage, c'est une dame qui s'appelle Francine. Elle est veuve depuis quelques années. Elle habite dans son domicile traditionnel, donc la maison dans laquelle elle est demeurée toute sa vie avec son mari. Ses enfants habitent loin, donc elle n'a pas nécessairement de personnes qui habitent à proximité pour la supporter. Puis Mme Francine est fatiguée du ménage, elle est fatiguée de faire les repas, donc les tâches domestiques, toutes les charges qui viennent avec une propriété, ça ne l'intéresse plus. Ça, c'est notre première mise en situation, notre premier personnage. Deuxième mise en situation, c'est un peu différent. On a Guy et Ginette qui sont en couple depuis quelques années. Ginette a une fille, mais Guy, lui, n'a pas d'enfant et c'est des gens qui sont très actifs. Donc, ils ne sont pas rendus à la même place dans leur vie que Francine. Et notre dernier exemple, c'est Hélène et Gaston. Donc, c'est un couple de personnes âgées. Monsieur Gaston est malade, donc c'est Hélène qui est proche aidante, qui l'assiste au quotidien. Puis, ils ont aussi la chance de pouvoir compter sur leur fils, qui est proche aidant. Puis, il fait l'épicerie pour eux. Puis, on voit même qu'il s'est adapté avec la COVID. Il porte un masque quand il s'en va chez ses parents leur porter l'épicerie. Donc, c'est les 3 mises en situation, puis je vous invite juste à les garder à l'esprit, puis on va revenir à la fin pour savoir ces personnes-là, où est-ce qu'on les enverrait.
Est-ce que vous avez des questions sur les mises en situation ou sur l'activité? Julie? Non, ça va pour l'instant. Ah, OK. C'est parce que je t'ai vu activer ton micro, c'est pour ça. Là, non, mais c'était juste pour dire ça, s'il n'y en avait pas d'autres qui parlaient. Merci pour ça ta va pour l'instant. participation. Oui, il y a quelqu'un. Donc, réfléchir à nos besoins. Ça peut avoir l'air simple, la réflexion par rapport à nos besoins, mais en réalité, c'est quelque chose, sans dire que c'est complexe, mais ça demande du temps. Donc, c'est mon premier point, prendre le temps. Puis, je vais vous donner un exemple, peut-être que vous l'avez déjà vécu. Moi, l'automne dernier, j'ai fait un budget. C'est pour savoir ce que j'en étais sur le point de vue financier, puis qu'est-ce que je pouvais me permettre. Ça m'a pris une demi-heure faire mon budget. Mais 2 mois plus tard, puis là, aujourd'hui, 6-7 mois plus tard, je me rends compte qu'évidemment, en 20 minutes, une demi-heure, il y a bien des choses que j'avais oubliées. On ne pense pas tout le temps, même si ça revient chaque année, mais pour les personnes qui conduisent, à notre fête, il va falloir repayer notre permis de conduire. À chaque année, il faut payer nos plaques d'immatriculation, les assurances de l'auto. Ça, c'est juste l'auto. Il y a d'autres choses aussi que j'ai réalisées. J'ai fait mon budget à l'automne. Entre-temps, on a eu Noël. Il y a la fête de mon fiel qui s'en vient dans 2 semaines, donc je vais lui faire un cadeau, c'est sûr. Donc, pour bien faire un budget, dans le fond, ça prend quasiment 1 an si on veut voir vraiment quelles sont nos dépenses sur toute l'année. Là, j'ai donné l'exemple d'un budget, mais c'est la même chose par rapport à d'autres réalités dans notre vie. C'est pas juste en s'assoyant pendant une demi-heure puis en jasant avec notre mari, notre femme, des amis qu'on va faire le tour. Donc, quand on pense à réfléchir à nos besoins, il faut se donner du temps. Deuxième point, ça vaut la peine de le faire avec des proches. Donc, c'est sûr que si on vit avec quelqu'un ou avec d'autres personnes, puis qu'on parle d'un futur logement, il va falloir en parler avec ces personnes-là. Mais aussi, on peut en parler si on a des enfants avec eux, on peut en parler avec des amis, d'autres membres de la famille, des gens qui font partie de notre quotidien, donc qui connaissent un peu notre réalité, mais qui vont pouvoir apporter un regard plus neutre de l'extérieur, puis nous dire « Hey, t'as-tu pensé à ça? Oui, mais toi, je te connais, là. C'est peut-être que dans ton budget, tu devrais te mettre un restaurant par semaine. Tandis que vous, dans votre budget, vous avez dit, un restaurant par mois, ça va être assez. Donc, une personne qui vous connaît bien et qui peut apporter un regard plus neutre, un peu plus objectif pour vous aider à mieux définir vos besoins. Troisième point, qui est très important, puis des fois, on est timide, on est gêné, mais de profiter de l'expérience des autres. Donc, les aînés d'aujourd'hui et de demain là, qui vont réfléchir à leurs besoins en termes de logement, qui vont réfléchir à déménager, ne sont pas les premiers à vivre cette situation-là. Il y a déjà des gens qui vivent en résidence privée pour aînés, il y a déjà des gens qui ont laissé leur maison pour aller vivre en appartement, pour aller vivre en chambre, etc. Donc, ces personnes-là ont déjà passé à travers de tout ce processus-là de réfléchir à leurs besoins puis de choisir un nouveau logement pour y répondre. Donc, on peut profiter de leur expérience puis savoir qu'est-ce qu'ils pensent du choix qu'ils ont fait, de la façon qu'ils l'ont fait, puis avec le recul, peut-être qu'il y a des choses qu'ils feraient différemment. Donc, vous ne répéterez pas, on l'espère, les mêmes erreurs. Après ça, mon quatrième point, je parle de support, d'assistance, d'accompagnement. Donc, j'ai déjà parlé des enfants, des gens qui ont de l'expérience, de nos proches, mais aussi des services professionnels qui existent. Par exemple, déménager, des fois, ça peut, c'est pas des fois, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de l'implication. Donc, par exemple, faire appel à des services, aux services de déménageurs, ça peut nous aider. Je parle aussi du support d'assistance, d'accompagnement, parce que psychologiquement, le déménagement, puis tout ce qui vient avec, ça peut être une période, sans dire que c'est difficile, mais ça peut amener de l'anxiété, du stress, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais, puis vous le savez sans doute comme moi, si on garde tout ça en dedans de nous, puis qu'on n'en parle pas, qu'on n'est pas capable non plus de déléguer des tâches, d'avoir de l'assistance, ça va être encore plus difficile. Donc, aller chercher des ressources autour de nous pour pouvoir vivre toute cette transition-là de la façon la plus calme, pacifique possible. Puis mon dernier point sur lequel je voulais vous apporter, dans le but de réfléchir à vos besoins, puis surtout là, pour ce qui est de la question de faire un budget, on a l'Association coopérative d'économie familiale, donc l'ACEF, qui offre des formations et des services individuels gratuits, un peu comme Action Logement Lanaudière. Mais eux, ça va être pour établir un budget, réfléchir à votre situation financière. Donc, l'ACEF, ça peut être intéressant là, pour vous, pour avoir une bonne idée là, si vous voulez établir un budget, réfléchir à vos besoins.
Puis aussi, ils ont une formation qui s'appelle Choisir sa résidence privée pour aînés. Donc, si jamais vous envisagez d'aller en RPA, ça peut vraiment être une ressource intéressante pour avoir tous les éléments pour faire le bon choix. Puis ça donne bien, j'ai fait cette formation-là ce matin, puis ils font le tour vraiment là, de quand tu visites la RPA, qu'est-ce qu'il faut que tu poses comme question, des choses qu'on oublie, etc., des choses à prendre en considération. Donc, vraiment intéressant avant de bouger, là, d'avoir accès à cette ressource-là. Maintenant, je vais vous donner des exemples de besoins. Donc, on commence avec notre petit cochon, la tirelire. J'en ai parlé du budget, c'est quelque chose d'important. En termes de logement aussi, on dit que d'une façon générale, on devrait consacrer de 25 à 30 % de notre revenu au loyer. Donc, il y a beaucoup de gens qui consacrent davantage que ça, mais c'est une moyenne qu'on dit, puis ça laisse de l'espace pour l'épicerie, les vêtements, les activités de loisirs, etc. En moyenne, là, les locataires aînés consacrent 33,5 % de leur revenu au loyer, donc c'est un peu plus. Puis aussi, en vieillissant, ça se peut qu'on consacre plus d'argent à notre loyer puis que ça soit normal. Par exemple, si vous décidez d'aller vivre en résidence privée pour aînés, en RPA, qu'on y offre des repas, des services, c'est sûr qu'à chaque mois, votre loyer est plus élevé que si vous faites juste louer un logement. Donc, ça dépend toujours de la situation. Il faut être flexible dans le pourcentage de notre loyer qu'on accorde, le pourcentage de nos revenus qu'on accorde au loyer, mais il faut toujours garder en tête qu'il faut se garder un espace pour d'autres dépenses. Même si on habite dans une RPA qui offre tous les services, ça ne pourrait pas être 100% de notre revenu, le loyer, parce que vous allez avoir peut-être un auto. Donc, il faut payer tous les frais qui viennent avec l'auto, il faut mettre de l'essence dedans. Vous allez peut-être vouloir continuer à sortir, aller au théâtre, je suppose, au cinéma, prendre un café une fois de temps en temps au Tim Hortons. Ça demande d'avoir un petit lousse, comme on dit, dans votre budget. En bas, vous voyez ma croix rouge là, qui a grossi. Donc ça peut être pour réfléchir à nos besoins en termes d'assistance. Donc, en vieillissant, on peut se demander quelles sont mes capacités, quelle est ma motivation à m'occuper des tâches quotidiennes. Est-ce que j'ai encore le goût de m'occuper de ces tâches-là? Est-ce que j'ai encore la capacité de le faire? Et si la réponse à ces questions-là, c'est non, c'est qui va offrir l'assistance dont j'ai besoin pour répondre à ces besoins-là? Donc, c'est important d'avoir une idée. Est-ce qu'il y a des gens proches sur qui vous pouvez compter? Est-ce que c'est des services que vous iriez chercher avec les groupes communautaires ou auprès de coopératives ou auprès d'entreprises privées? Donc, il faut avoir une bonne idée de ça. Puis, ça se peut aussi qu'on déménage, puis exemple, vous avez 80 ans, puis vous êtes en pleine forme, vous déménagez, puis tout va bien. Puis vous ne pensez pas dans votre budget à garder un espace pour éventuellement des frais qui viendraient avec des services que vous devriez avoir. Mais en quelques années, notre état de santé peut changer. Et là, on se ramasse en étant dans l'obligation de débourser certains frais pour aller chercher des services, même s'il y a aussi des services gratuits, évidemment, au niveau du système de santé. Puis là, ça peut poser la question, est-ce qu'il va falloir que je déménage encore pour libérer de l'argent dans mon budget? Donc, il faut voir un peu plus loin. Donc, j'en ai parlé un petit peu, le véhicule, puis j'arrive aussi à droite avec notre façon de se déplacer. La question des transports est très importante, puis on habite dans l'Anaudière, donc le sud est un peu plus urbain, le reste de la région est plus rural, qu'on a l'habitude de dire. Donc, les services de transport en commun ne sont pas nécessairement les plus développés. Donc, il faut réfléchir à cette question-là aussi. Est-ce que vous pensez, premièrement, est-ce que vous conduisez déjà, mais est-ce que vous pensez aussi garder votre permis de conduire pendant de nombreuses années? Parce qu'à ce moment-là, ça va changer l'emplacement auquel on va s'installer. Tu sais, si vous avez un véhicule et que vous n'avez pas de difficulté à vous en servir, on peut s'installer plus loin en milieu rural. Si on n'a pas de véhicule puis qu'il faut subvenir à nos besoins à pied, aller chercher nos services à pied, le centre du village ou le centre-ville, mettons, de Berthierville ou de Joliette, là, ça peut devenir plus intéressant. Dans le même ordre d'idée, j'ai mis ici l'épicerie. Donc, ça peut être les repas qu'on a à faire, mais aussi toutes les courses pour subvenir à nos besoins. Si je ne peux plus les faire, si je n'ai plus envie de les faire, qui va pouvoir les faire, qui va pouvoir m'aider? Donc, on le sait qu'aujourd'hui, surtout depuis la COVID, les épiceries peuvent livrer, mais ce n'est pas toujours un service qui est évident. Même chose pour les pharmacies, puis oui, effectivement, il y a de l'argent, des frais qui viennent avec ça. Donc, il faut se poser la question à ce niveau-là. Et en bas à gauche, c'est mon petit chien dans sa niche. Donc ça, c'est une question très importante. En fait, je vais vous parler de vos valeurs, de votre mode de vie.
Donc, pour les gens qui ont été propriétaires toute leur vie, c'est peut-être pas un réflexe de penser qu'il y a des logements dans lesquels c'est interdit d'avoir des animaux. Donc, si pour vous, avoir un animal, c'est important, puis vous n'êtes pas prêt à vous en départir, bien, c'est sûr que dans votre recherche de logement, bien, il va falloir mettre ça là, dans les points importants. Pour les personnes, par exemple, aussi qui fument, ben, il y a des logements où c'est permis de fumer à l'intérieur, il y a des logements où c'est permis de fumer à l'extérieur, mais il y a des logements où c'est interdit de fumer sur l'ensemble de la propriété. Donc là, moi, mon but, c'est pas d'encourager de fumer ou pas fumer, c'est pas la question. Si vous fumez, puis que vous déménagez dans un logement où c'est interdit de fumer, même sur le terrain, puis qu'il faut aller sur le trottoir en plein hiver, une journée comme aujourd'hui qui fait quand même froid, ou quand il pleut, qu'il neige, c'est pas nécessairement évident. Donc, bien réfléchir à son mode de vie, à ses valeurs, pour être capable d'aller vers un logement qui va avoir peut-être des changements qu'on est prêt à faire, puis des changements qu'on n'est pas prêt à faire, donc on va pouvoir continuer dans la même veine. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou d'autres exemples de besoins, de choses auxquelles on peut réfléchir avant de déménager. C'est bon? Parfait. Oui? Mais si on a une auto, ça prend un stationnement aussi. Tout à fait. Tout à fait. Puis on va le voir, là, c'est pas partout qu'on a un stationnement ou deux places de stationnement. Tu sais, je le disais la semaine dernière, dans votre bail, si vous avez juste une place de stationnement, mais que vous avez deux véhicules, bien, ça se peut que ça marche, qu'il y ait un accommodement raisonnable pendant un certain temps, mais à un moment donné, on peut frapper un mur, puis là, qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième véhicule? Où est-ce qu'on le stationne? Donc, bien réfléchir à ces questions-là. Donc, on arrive avec nos types de logements. Puis le premier dont on va parler, bien, c'est le plus répandu, c'est le logement privé. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Il y a une maison que vous pouvez louer. On peut aussi parler d'un logement dans un duplex, dans un triplex, quadruplex et compagnie. Ça peut être un appartement dans un bloc appartement. Donc là, vous parliez de la question du stationnement. Quand on loue une maison, un duplex, c'est plus facile d'avoir un stationnement, d'en avoir 2, 3, 4. Dans un bloc appartement, des fois, ça peut amener d'autres enjeux. Autre type de logement privé, c'est une chambre qu'on loue. Puis on peut avoir à ce moment-là, il y a différentes formules. Est-ce qu'il y a une cuisine commune, une salle de bain commune, etc. Ça peut aller loin. Donc, le logement privé, c'est quand même assez varié comme offre. Les avantages du logement privé, c'est pour tout le monde. Donc, ça s'adresse, oui, aux personnes âgées, c'est sûr, mais il peut y avoir aussi des étudiants qui sont en colocation, des jeunes familles, des jeunes couples à la retraite, etc. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Comme c'est un type de logement qui est très répandu, puis on l'a vu, là, c'est varié comme type, bien, géographiquement, on peut en retrouver un peu partout. Donc, c'est pour ça que je pose la question de la proximité des services. Si vous êtes au centre-ville de Joliette versus si vous êtes à Saint-Jean-de-Mata, c'est pas la même chose. Mais en même temps, ça peut répondre à différents besoins. Par exemple, pour vous, c'est important d'avoir un jardin. Bien là, le bloc appartement est peut-être moins envisageable. Il y a peu de chances que vous ayez une cour dans un bloc appartement. Mais, quand on loue un duplex, souvent, on peut avoir accès à la cour. Si on loue une maison, on peut avoir accès à la cour, une petite ou une grande cour. Donc, bien réfléchir là, à comment ça peut vraiment répondre à différents besoins. Il y a quand même une certaine flexibilité dans tout ça. Aussi, le logement privé, bien, il appartient à un propriétaire ou une propriétaire. Donc, ça peut être une compagnie qui va posséder 200, 300, 400 logements. Ça peut être une compagnie internationale cotée en bourse. Leur siège social est à Toronto, puis eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est faire des revenus. Puis, vous pouvez avoir aussi un propriétaire occupant que lui habite le rez-de-chaussée du duplex puis qui vous loue l'étage. Là, votre relation avec votre propriétaire va être complètement différente. L'attention qu'il porte à son bâtiment, tu sais, quelqu'un qui loue 300 logements versus quelqu'un qui en loue un, ben, la personne qui ne loue qu'un logement, son ou sa locataire, est très important pour lui. Tandis que la compagnie qui loue des centaines, des milliers de logements, eux autres, ça les dérange plus ou moins. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une différence là, selon le type de propriétaire. Puis, comme je le disais, ben, dans le logement privé, il y a différentes choses, accès à une cour, à une piscine, un stationnement, etc., etc. Donc, c'est une offre assez diversifiée. On va parler maintenant des HLM. Donc, ça, c'est les habitations à loyer modique. Puis, évidemment, on en a dans la région comme partout au Québec. Certaines sont réservées aux personnes âgées. Il y en a aussi qui sont réservées aux familles. Mais pour avoir un HLM, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il faut se qualifier. Donc,
pour se qualifier pour avoir un HLM, il faut répondre à des critères. Donc, chaque office municipal d'habitation, donc un OMH, a ses critères pour déterminer qui a le droit de rester dans un HLM. Là, pour faire exprès, dans Autrey, ce n'est pas un OMH que vous avez, c'est un ORH, donc un office régional d'habitation. Donc, l'office est à la grandeur de la région. Un des critères qui va être là, c'est sûr, c'est les revenus. Donc, il faut être considéré comme étant à faible revenu, des revenus modestes pour avoir une place en HLM. Ça, c'est sûr que c'est le premier critère. Puis un critère qui revient souvent aussi, mais il peut y avoir des exceptions, c'est d'avoir un certain niveau d'autonomie pour habiter en HLM. Dans le sens que le HLM ne va pas vous offrir des services, par exemple des soins, des repas, etc., selon votre état de santé. Si votre état de santé décline pendant que vous habitez en HLM et que vous êtes capable d'aller chercher vos services à l'extérieur, donc avec le CLSC, la coopérative de maintien à domicile, des proches, vos enfants, etc., bien là, vous pouvez être considéré comme autonome parce que vous restez dans votre logement sans le soutien du HLM ou de l'OMH. Mais si vous n'êtes pas capable d'avoir accès à ces services-là, mais ce n'est pas le HLM qui va les fournir. Donc, ça prend un certain niveau d'autonomie. Est-ce que ça va pour ça? Parfait. On arrive à nos fameuses RPA, les résidences privées pour aînés. Donc, c'est un modèle vraiment qui est en pleine croissance au Québec depuis une quinzaine d'années. Et c'est une offre aussi qui est supportée par beaucoup de marketing, de publicité. Puis on a de plus en plus l'impression que c'est comme le seul choix qu'on a en vieillissant. Ce n'est pas le cas, mais c'est un choix parmi les autres. Donc, les RPA vont viser différentes clientèles, mais c'est sûr que ça va être des personnes âgées. Donc là, on n'est plus dans les HLM, les logements privés qui sont pour tout le monde. Et ça va être pour des personnes qui vont être autonomes ou semi-autonomes. Puis éventuellement, le niveau d'autonomie, s'il est trop bas, si je peux dire, là, ça va être CHSLD, Réseau de la santé, qui va prendre la personne en charge. Donc, il y a des RPA qui sont vraiment pour les personnes autonomes, d'autres pour les personnes semi-autonomes, puis il y en a qui sont pour pas mal tout le monde là, dans ce spectre-là. L'avantage, puis même si vous me passerez l'expression, l'affaire le fun avec les RPA, c'est les services et activités sur place. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a un enjeu là parce que ça fait en sorte qu'on a nos personnes âgées qui font leurs activités dans leur RPA puis qui sont presque invisibles dans le reste de la société, c'est vrai. Mais ça peut être pratique aussi d'avoir des activités qui sont offertes sur place à chaque soir, une fois par semaine, là, dépendamment de ce que vous cherchez. Là, c'est sûr, on le sait, en temps de COVID, actuellement, les activités ont pas mal été suspendues, mais ça devrait revenir. Ceci dit, avant de prendre ça pour du cash, quand une RPA vous parle des activités qui sont offertes, je vous parlais tantôt de profiter de l'expérience des autres. Ça peut être intéressant de parler à des gens qui résident déjà dans la RPA pour voir la différence entre la publicité et la réalité. Ça, il y en a une. Puis, j'ai une petite anecdote. On a déjà eu des causes au tribunal administratif du logement, le nouveau nom de la régie. Des gens qui, dans une publicité pour une RPA, pensaient qu'il allait avoir plein d'activités puis c'était vraiment ça qui était publicisé. Finalement, une fois sur place, il n'y avait pas tant d'activités que ça. Ils ont poursuivi la RPA devant le tribunal, mais dans ce cas-là, ils ont perdu leur cause. Donc, les publicités sont plus ou moins fiables. Donc, il vaut mieux se fier sur des gens qui habitent déjà là. Puis, évidemment, la RPA offre des services là, par définition. Donc, ça peut être des services de repas, des services d'assistance, soins de santé, ménage, etc. Une chose qui est importante par rapport aux services, puis j'en parle dans le cahier des participants là, que vous pouvez demander à Julie, bien, les services peuvent être, vous pouvez les payer à chaque mois dans le loyer. Donc, ils vont être inclus dans le loyer. Ça, c'est ce qu'on appelle un service général. Mais vos services aussi, vous pouvez les payer à la carte. Donc, 5, 10, 15, 20 $ à chaque fois que vous obtenez un service. Donc, on va donner un exemple, la prise de médicaments, l'assistance pour la prise de médicaments, ça peut être un service intéressant. Ça se peut qu'il soit inclus dans le loyer, mais ça se peut aussi que vous deviez le payer à la carte, donc 10 $, exemple, par jour, à chaque jour. Ça fait 300 $ par mois, donc ça monte vite. Donc, oui. Oui, mais quand tu as besoin de médicaments, le CLSC peut aller, il y a des auxiliaires familiales, je ne sais pas c'est quoi le nouveau nom, mais c'est gratuit, là. Oui, tout à fait. Tu as besoin pour tes yeux 4 fois par jour et ils vont 4 fois par jour. C'est ça. Excuse de couper, là, mais il fallait que je le dise. Non, vous avez raison. Mais c'est parce que aussi, la RPA peut l'offrir, ce service-là, puis qu'il soit payant.
Puis ça peut être d'autres services aussi là, qui ne sont pas nécessairement offerts par le CLSC. L'affaire surtout à retenir, c'est qu'il faut savoir, avant de signer un bail puis de vouloir obtenir des services, de savoir comment est-ce qu'on les paye, puis c'est quoi leur coût. Parce que oui, vous avez raison, il y a beaucoup de services qu'on va pouvoir aller chercher avec le CLSC ou à l'externe, mais il y en a d'autres que ça va être avec la RPA, y compris des services qu'on pourrait aller chercher à l'externe, puis qui vont être payants. Donc, il faut être prudent à ce niveau-là, puis s'assurer de bien comprendre là, comment on paie les services. Puis j'en ai parlé la semaine passée par rapport à l'annexe 6, donc qui vient avec un bail en RPA. Quand on est en RPA, on a en général aussi accès au crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. Donc ça, c'est pour les personnes de 70 ans et plus qui paient des services de maintien à domicile. On n'est pas obligé de rester en RPA pour avoir accès à ce crédit d'impôt. Donc, vous pouvez rester chez vous, dans votre logement, dans votre maison. Si vous avez 70 ans et plus et des services pour le maintien à domicile, vous allez avoir accès au crédit d'impôt. Mais ça, cet aspect-là aide à diminuer le coût du loyer là, dans une RPA. Puis si jamais aussi vous avez besoin de support là, dans la défense de vos droits comme locataire, parce que ça peut arriver en RPA, pour le cas spécifique des RPA certifiés, c'est le Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes, donc le CAAP. On va vous donner les coordonnées là, qui peuvent vous supporter dans vos démarches. Donc, Action Logement Lanaudière, on s'occupe de tous les locataires, mais le CAAP, eux, c'est vraiment pour les locataires en RPA certifiés. Puis une dernière chose que je voulais vous dire par rapport au RPA, bien, ça revient à l'évaluation du budget. Je vous disais tantôt, c'est une étape importante avant de déménager puis de choisir un nouveau logement puis un nouveau loyer aussi, le budget. Bien, on a des cas de personnes qui ont déménagé en RPA puis qui avaient mal évalué leur budget et leurs besoins puis qui, après 1 an, 2 ans, se sont vus dans l'obligation de déménager parce qu'ils n'arrivaient plus au niveau financier. Donc, c'est très important. Tu sais, la résidence privée pour aînés, il va y avoir des services d'activité, mais ça va faire en sorte aussi que le loyer va être plus élevé. Il faut vraiment s'assurer d'être en mesure de le payer. Puis aussi que ça laisse l'espace dans le budget pour d'autres choses. Il y a des gens qui font cette erreur-là. Par exemple, leur loyer en RPA avec les services, tout ça, ça prend 90% de leurs revenus, mais ils n'ont presque plus d'espace pour le reste. Mais là, à ce moment-là, ça peut causer des problèmes là, avec le temps. Donc, faire attention à bien prévoir son budget si on déménage en RPA. Est-ce qu'on a des questions? Donc, les autres types de logements, c'est le logement communautaire, donc les coopératives et les organismes à but non lucratif. Donc ça, en fait, c'est des options qui vont vous permettre de payer un loyer, en général, moins cher. Pour ce qui est des coopératives, les coopératives n'ont pas de clientèle en particulier. Donc, monsieur et madame tout le monde peut demeurer en coopérative, mais, parenthèse, là, selon l'estimation qu'on a, il y a une 60aine de coopératives d'habitation pour les aînés au Québec. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, vous avez plus de chances de tomber sur une coop qui prend pas mal tout le monde. Quand on est en coopérative, bien, notre loyer est moins élevé que dans le logement privé, mais ça demande de l'implication à la coop, la façon dont ça fonctionne. Il n'y a pas de propriétaire, c'est les locataires qui sont propriétaires ensemble. Donc, ils doivent gérer l'immeuble ensemble, puis gérer aussi même les autres locataires. Donc, ça demande l'implication dans une assemblée générale, dans un conseil d'administration, des comités. Ça se peut qu'on ait des responsabilités en tant que membre de la coopérative. Donc, il faut être prêt à assumer tout ça. Puis, ça fait en sorte qu'il y a des experts là, qui se préoccupent à savoir est-ce que les coopératives, là, telles qu'on les connaît, c'est vraiment une option pour les aînés à long terme. Parce que, comme je le disais tantôt, on peut déménager à un moment dans notre vie où on est en parfaite santé, puis on a la forme, puis on a le goût de s'impliquer dans notre coopérative. Puis là, en vieillissant, tranquillement, pas vite, on a moins la possibilité de s'impliquer autant que la coop l'exige. À ce moment-là, ça se peut que soit le loyer monte, puis qu'on paie un loyer comme pour un logement privé, soit que la coopérative nous demande de partir. Donc, c'est un pensez-y bien là, du point de vue du logement pour les aînés, les coopératives, quoique ça peut être très intéressant. L'autre aspect du logement communautaire, c'est les organismes à but non lucratif d'habitation, donc les OBNLH. Ça, c'est un peu comme le logement privé, mais à nouveau, il n'y a pas de propriétaire. C'est géré par la société civile, donc, si vous voulez, par une sorte d'organisme communautaire qui gère l'immeuble. Souvent, il va y avoir des populations cibles pour les OBNLH. Donc, ça peut être, par exemple, des femmes monoparentales, des gens qui sont en situation de pauvreté, etc.
Mais on a aussi, là, on va mettre plein de lettres ensemble, là, des OBNL RPA. Donc, des organismes à but non lucratif, résidences privées pour aînés. Ça, selon les chiffres que j'ai, là, qui datent quand même récemment, on en a 226 au Québec. Donc, ça nous donne 10 000 unités. Donc, 10 000 appartements, logements qui sont des OBNL RPA. L'avantage par rapport aux RPA privés, c'est que le loyer va être moins élevé, c'est sûr. Ça va être plus ouvert à des personnes qui ont justement des revenus modestes, des besoins aussi plus élevés, plus importants. Puis, les OBNL RPA, on les retrouve davantage en milieu rural, en dehors des grands centres. Parce que le problème avec les RPA vraiment privés, c'est qu'elles se concentrent souvent dans les milieux urbains. Donc, les OBNL RPA, c'est une option un peu d'avenir, si on veut, pour le logement pour les aînés. Donc, on espère, nous, à Action Logement Lanaudière, que comme tout le logement social communautaire, que ça va se développer dans notre région avec les aînés. Est-ce qu'on a des questions? Oui? Est-ce qu'il y en a combien dans Dautré des OBNL RPA? C'est une bonne question, puis j'ai pas cette information-là. Okay. Je vais la prendre en note. Ben, je l'ai cherché, puis je ne l'ai pas trouvé. Mais par contre, il y a un beau projet qui existe actuellement à Joliette. Je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais il y a un monastère de bénédictines qui est un peu après le cégep, là, si vous arrivez de l'extérieur, sur le bord de la rivière L'Assomption. Oui. Puis, ben là, c'est une communauté vieillissante, puis ils vont créer une sorte, je ne sais pas s'ils appellent ça un OBNL RPA, mais il y a une initiative là, sociale de créer des logements accessibles pour les personnes âgées à plus faible revenu. Donc, on a une initiative comme ça au moins à Joliette, mais est-ce qu'il y en a ailleurs? Est-ce qu'il y en a qui existent déjà dans la région? Là, je ne suis pas capable de m'avancer. OK. Bon. Ça m'intéresse. Moi, ça ne me dérange pas de déménager à Joliette, là, parce que sur le bord de la rivière, c'est beau. Ouais. Est-ce que tu as les infos pour qu'on s'inscrive? Ben, je sais, c'est ça le projet. Je suppose qu'ils en sont actuellement. Moi, j'en ai entendu parler dernièrement, puis j'ai vu la vidéo qui présente le projet. Mais je peux m'organiser pour que vous ayez accès au site Internet puis aux vidéos. Ah, ça serait gentil. Ben là, c'est ça. C'est quand que ça va être prêt. Ça, tu sais, des fois, ça prend un certain nombre d'années, là. Mais c'est une belle initiative. Ça me donne une idée de comment ce genre de projet-là peut émerger. Parfait. Merci. De rien. Puis notre dernier type de logement, le 5e, ben, c'est vivre dans un établissement de santé. Donc, on parle de CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée, les RI, c'est les ressources intermédiaires, puis les RTF, les ressources de type familial. Donc, c'est souvent public, mais on sait, il y en a des privés. Et le loyer va être modulable. Donc, vous allez payer un loyer selon vos revenus. On ne va pas là, puis je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, mais on ne va pas là pour le fun dans ces ressources-là. C'est le réseau de la santé qui va déterminer qu'on a une place dans, exemple, un CHSLD, puis bon, il va y avoir une certaine attente, etc. Donc, comme j'ai dit, on ne va pas là pour le fun, mais moi, j'ai eu la chance de travailler dans un CHSLD pendant quelques années. Puis, pour les gens qui sont rendus là, c'est une option qui peut avoir, qui est quand même intéressante. Parce qu'évidemment, vous avez tous les services sur place, puis aussi le personnel, les autres résidents, les proches des résidents, des résidentes, qui contribuent à essayer de faire en sorte que ça devienne un milieu de vie intéressant. Puis moi, j'ai vécu des belles choses aussi pendant que je travaillais en CHSLD, puis j'ai vu des gens aussi dans la situation qui était la leur, que c'est pas nécessairement évident, mais qui étaient heureux. Donc, je sais que c'est des ressources qui ont mauvaise presse, puis je comprends, puis avec la COVID, ce qui s'est passé au printemps, c'est normal. Mais je pense aussi que, j'espère que les problèmes, on va les régler, mais je voudrais juste souligner aussi qu'il n'y a pas juste du négatif dans ces ressources-là, il y a aussi des belles choses. Puis, une chose aussi que je veux souligner, c'est pas juste pour les personnes âgées, donc c'est pour les personnes vraiment qui ont une autonomie limitée. Puis là, selon le niveau d'autonomie, là, ça va être CHSLD, RI ou RTF. Dans tout ça aussi, j'inclus des ressources qui sont plus communautaires, comme les maisons d'à côté, des choses comme ça, qui sont des types d'hébergement pour des personnes, par exemple, qui ont l'Alzheimer. Là, je mélange des ressources ensemble, peut-être. Là.
Mais je suis plus sûr que les maisons d'à côté, je pense que c'est pour les personnes âgées, mais c'est ça, c'est pas nécessairement, ça relève pas nécessairement du gouvernement directement. Donc là, j'arrive avec l'activité que je voulais vous proposer. Donc, je vous rafraîchis la mémoire, parce que je sais que ça fait quand même, c'est au début de l'atelier que j'en ai parlé. Donc, on a en bas à gauche Madame Francine, qui est veuve depuis quelques années. Elle n'a pas de proches non plus à proximité pour l'aider. Elle est fatiguée du ménage, elle est fatiguée de faire les repas. Donc, elle voudrait déménager. Là, elle habite encore dans sa grosse maison, seule. En bas à droite, on a Guy et Ginette. C'est un jeune couple. Ils sont très actifs. Et en haut, on a Hélène et Gaston. Donc, monsieur est malade. C'est sa femme qui l'assiste. Et ils ont leur fils qui est proche aidant. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient s'essayer à proposer des types de logements où ces personnes-là pourraient aller s'installer? Si jamais aussi il y a des choses qui ne sont pas claires, là, que ce soit par rapport au type de logement ou les personnages que j'ai présentés, n'hésitez pas à poser des questions. Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là, c'est vraiment, on réfléchit là, ensemble à des options pour ces personnes-là. Donc, je vous écoute si vous avez des propositions. Moi, j'en aurais peut-être un s'il n'y a pas personne qui s'avance là, tout de suite. Ah ben vas-y, Julie, on va voir Chanienne aussi. Je ne sais pas qui veut commencer. Ah, vous pouvez y aller, allez-y. OK. Ben, le couple de jeunes personnes âgées actifs, eux, ils pourraient rester dans leur maison ou louer une maison parce que le déneigement, le gazon, tout ça, moi, ce serait vraiment comme mon rêve, là, pouvoir encore être en maison. OK. Ceux qui ont. Les deux autres, en fait, je les mettrais dans une OBNL RPA. Mm-hmm. Sauf si Mme Francine est vraiment seule, puis elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent ou que sa maison vaut beaucoup d'argent, bien là, je l'enverrais dans une RPA. En tout cas, moi, si j'étais elle, j'irais dans une RPA parce que ça me semble, de mon point de vue, vraiment comme luxueux. Puis j'en connais des gens qui sont allés dans une RPA, puis tu as plein d'activités. Fait que si tu as l'argent, pourquoi pas? Ouais. Mm-hmm. Julie, tu voulais dire quelque chose? Bien, ça ressemblait pas mal à la dame. En fait, la réponse que j'étais pas mal certaine, c'était le couple actif qui pouvait s'en aller en logement privé. Parce qu'ils sont très autonomes et tout ça. La dame plus âgée, là, toute seule, là, c'est ça, peut-être plus en RPA, justement, parce qu'elle a tous les services, tous les soins, c'est le couple, c'est l'autre famille, là, les trois, là, avec le proche aidant proche, là, c'est là que j'étais un petit peu plus embêtée, là. OK. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas tout écouté la rencontre, parce que je travaillais en même temps. Je travaillais sur d'autres dossiers, c'est pour ça. Il manquait des petits bouts. Fait que c'est pour ça. OK, c'est bon. Le jeune couple, tout le monde, ben, les deux personnes qui ont parlé, vous les envoyez en logement privé. Il n'y a personne qui est verra en RPA aussi? Oui, aussi, ça pourrait. Je pense que oui. 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 Ben oui. Bon, juste pour poser la question. Je ne sais pas, est-ce qu'on a d'autres commentaires, d'autres suggestions pour ces personnes-là? C'est pas mal ça, là, je pense. OK, c'est bon. Donc, je vous mets juste deux ressources là, dont j'ai parlé dans la formation. Donc, la première, c'est la CEF, l'Association coopérative d'économie familiale. Donc, ceux qui peuvent vous donner des formations sur le budget, les crédits d'impôt. Ils ont une formation, comment choisir sa résidence privée pour aînés. Et ils ont des services individuels gratuits pour vous aider à faire un budget, à bien réfléchir à vos besoins. Donc, ça peut être vraiment une ressource intéressante. Et pour les personnes en RPA certifiées, donc l'organisme qui fait le travail d'action logement, l'ANODIER, c'est le CAP, le Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes. Puis d'ailleurs, cet organisme-là, si vous avez des problèmes, des plaintes à formuler par rapport au réseau de la santé, à un médecin, etc., c'est avec eux. Donc, ça peut être bon à savoir.
Puis sinon, aussi dans le guide des participants que j'ai envoyé à Julie, puis qu'elle peut vous envoyer si vous lui envoyez un courriel, j'ai mis la SEV, j'ai mis le CAAP, mais j'ai mis aussi la Fédération des locataires de HLM du Québec. J'ai mis les coordonnées de votre office régional d'habitation, donc pour les HLM, des organismes aussi qui regroupent des coopératives d'habitation, des OBNL d'habitation. Donc, ça peut être intéressant dans la recherche de logement. Puis aussi, en terminant, là, une petite parenthèse, Action Logement Lanaudière, nous n'offrons pas de service d'aide à la recherche de logement. Donc, il y a plusieurs dizaines de personnes par année qui nous demandent d'offrir ce service-là, mais ce n'est pas le cas. Ça ne fait pas partie de notre mission. On milite pour que les municipalités offrent ce service-là, puis en plus, il y a un programme du gouvernement qui existe pour qu'elles le fassent. Donc, on espère que ça va être mis en place. C'est le cas dans le sud de la Lanaudière, mais pas dans la MRC d'Autrey. Donc, mais c'est ça. Dans le cahier, il y a quand même quelques ressources, des numéros de téléphone, des sites Internet là, pour avoir une idée de certains d'une offre de logement dans notre région. Donc voilà, l'atelier d'aujourd'hui, c'était vraiment 45 minutes, comme je l'avais dit. Mais merci tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Salut, à la semaine prochaine.